la question, en effet, du principe d'illimitation. Enfin, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le principe d'illimitation. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est sa base, c'est que son extension peut être illimitée. C'est pour ça qu'il est destructeur. Et d'ailleurs, enfin, un des points communs entre nos deux livres, même si leurs dispositifs et leurs formes sont très différentes, c'est justement de montrer que le capitalisme, du coup, il produit des addictions. Il produit des addictions, par exemple, aux hydrocarbures. Moi, ce qui m'a fasciné, par exemple, dans le livre de Michael, c'est un chapitre sur la recherche. Comment des centres de recherche sont là aussi pour fabriquer des technologies incroyables de forage, d'exploration, etc. Mais aussi pour créer ces addictions au plastique, continuer, prolonger le plus possible l'utilisation de la voiture à essence, etc. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me frappe, même encore en écoutant Greta Thunberg, et Dieu sait si elle est puissante dans ses affirmations et dans ses cris d'alarme et de détresse, c'est que en fait les chiffres c'est comme si les chiffres ne pouvaient plus nous ébranler parce que ils nous sont devenus tellement familiers qu'en fait on a besoin d'incarner plutôt. C'est le parti pris que j'ai choisi dans le livre, c'est de partir de personnes, de vie, de mort, de gens qui meurent en fait du capitalisme, soit à petit feu dans des maladies terribles. Je pars de ces jeunes garçons et jeunes filles qui sont dans des mines du Congo, des mines du Kivu au Congo-Kinshasa, jusqu'au Ghana, mais en passant par ce qui se passe chez nous. Je parle aussi de ces personnes, Jamel Shahar qui était un chômeur qui s'est immolé par le feu, Islan Sonetti qui était un salarié de Lidl qui s'est pendu dans la chambre froide d'un Lidl. Je parle de Paula da Silva qui était une postière et qui s'est suicidée devant les intimidations, les pressions de sa hiérarchie, etc. Je parle de Charles, un autre postier qui, avant de se tuer, a laissé une lettre disant bougeons avec la poste, mourrons avec la poste. Voilà, moi je pense qu'il faut incarner les choses aussi, en plus de décrire les structures de cette exploitation. Et la dernière chose, c'est par rapport à Don't Look Up. Donc là, si vous n'avez pas vu le film, il faut juste couper le son de ce que je vais dire, parce que je vais spoiler, c'est vraiment sur la fin. Donc vous pouvez couper le son, ça va durer 3 phrases ou 2. À la fin, ils se retrouvent autour d'une table. Bon, ils ont lutté, hein. Ils se retrouvent autour d'une table et ils attendent. Ils attendent la fin du monde en l'occurrence. Et donc là, l'idée, c'est de pas attendre en fait. On a des alternatives, on peut proposer des espoirs. Il faut vraiment aller dans le sens non pas seulement de la dénonciation de ces ravages, de l'ensauvagement, ce que j'appelle l'ensauvagement du capital, mais vraiment d'alternatives porteuses d'espérance. Et on en a, et des stratégies, et parler politique, et parler d'une société telle qu'on la désire, hein, telle qu'on peut y aspirer légitimement. Ça me paraît aussi tout à fait fondamental d'aller vers ce volet-là aussi, et pas seulement la dénonciation qui est absolument nécessaire quand elle est documentée. La pornographie, c'est un immense mensonge et que la société a l'obligation maintenant de la regarder en face. J'ai envie de dire, plus c'est gros, moins on regarde. C'est un peu, c'est en ce moment le thème, vous savez, du Don't Look Up. Voilà, c'est énorme ce qu'on a en face de nous. On a en fait un mensonge parce que la pornographie, tout ce que c'est du viol érotisé, c'est de la violence sexuelle érotisée, c'est de la haine érotisée. C'est en aucun cas de la sexualité. Et pendant longtemps, cette rhétorique d'invisibilisation, de banalisation, qui est aussi un outil qui a été utilisé par les recruteurs contre les victimes et qui s'appuie quand même sur une banalisation largement ancrée dans la société et dans le discours de cette soi-disant liberté sexuelle qu'on trouverait, ou je sais pas, de liberté d'expression ou artistique qu'on pourrait trouver soi-disant dans l'industrie pornographique. Mais quand on la regarde de près, quand on la passe au crible du code pénal, on est obligé de s'apercevoir qu'en réalité on est purement et simplement sur, on va dire, une liste sans fin d'infractions criminelles ou d'une immense gravité érotisées. Et parce que c'est érotisé, on n'aurait pas le droit d'y toucher. Et parce que c'est érotisé, tous les garde-fous de la société, les contre-pouvoirs je parle des associations de lutte contre le racisme, qui d'habitude sont extrêmement vigilants et sont nécessaires, ne viennent pas regarder. Parce que ça s'appuie sur un autre mensonge qui est cette division entre la sphère publique et la sphère privée. Ce qui se passe dans le public, là c'est intéressant, là on combat le racisme, là on combat le sexisme plus ou moins, et là on va combattre les crimes. Par contre, si ça se passe dans votre foyer et si ça sert les intérêts des hommes et que ça sert surtout les intérêts du marché multimilliardaire, on ne regarde pas parce que finalement on a tous quelque part une complicité et que c'est difficile de se remettre en question, sa sexualité. Et moi je vais rebondir sur ce que dit Amélia dans son interview quand elle parle de ce mécanisme de banalisation qui est utilisé par cette recruteuse. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, sur Internet,
il y a des centaines de vidéos de, entre guillemets, témoignages où il y a ce discours qui est utilisé. Et ça a un impact immédiat sur le jeune public qui peuvent très facilement, du coup, tomber dans ces industries et dans d'autres formes d'exploitation sexuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on a eu ça pendant des années, sans aucune remise en question, sans aucun esprit critique, des discours de personnes qui subissent l'exploitation, qui sont en plein du milieu du système, et qui viennent vous dire que finalement c'est pas de la violence, que c'est un travail, que elles le vivent super bien, que en fait c'est génial, que ok il y a les mauvais mais il y a aussi les bons, et que elles ça va très bien. Et en fait c'est exactement mot pour mot, et qu'en plus elles sont riches et qu'elles sont amoureuses, enfin tout le délire, et c'est exactement mot pour mot ce qu'a incarné enfin en tout cas le recruteur dans ce dossier, qui était en réalité un recruteur mais qui se déguisait, enfin qui se faisait passer pour une femme, c'est exactement cette stratégie. Et en fait c'est sidérant ce discours, et c'est ça qui entre guillemets a permis la chute de l'ensemble de ces femmes. C'est quand vous avez une interlocutrice qui vous est sympathique, qui a l'air vraie, qui vous dit que tous les jours pour elle ça se passe très bien, qu'on est en sécurité dans ce milieu parce que elle le fait, pourquoi la remettrait-elle en cause? Et en plus elles effacent les mots prostitution, exploitation sexuelle, et évidemment elles sortiront jamais le mot violence, et elles vont utiliser toute la rhétorique et tout le champ lexical largement banalisé qu'on peut entendre dans la bouche aujourd'hui de toutes ces vidéos que l'on voit diffusées et qui sont parfois produites, et j'enjoins les gens à avoir un minimum d'esprit critique, par l'industrie qui produit l'argent. C'est-à-dire que vous avez des chaînes qui sont connues pour diffuser de la pornographie, qui vont produire des espèces de pubs où il va y avoir des actrices ou des acteurs qui vont dire à quel point c'est extraordinaire. Et les gens vont pas se dire tiens c'est marrant, c'est comme si le lobby du tabac il nous envoyait un fumeur pour nous dire que tout se passait très bien pour lui. Eh ben il faut absolument avoir de l'esprit critique par rapport à ça, parce que si vous ouvrez votre écran et vous allez voir ce que vous trouvez, je suis désolée, mais il y a rien qui soit autre chose que de la violence érotisée, de la haine érotisée, et que toute personne qui évolue dans ce milieu, pourquoi si finalement il y aurait une pornographie éthique ou il y aurait une vraie pornographie au sens pourquoi est-ce que dans ce cas-là il n'y a pas de signalement contre le racisme qui s'y trouve, qui est quand même je vais dire largement répandu, le sexisme, la haine des femmes, la violence omniprésente. Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, parce qu'il y a des femmes extrêmement courageuses et parce que la société a évolué et qu'on est là pour les entendre, que finalement, on découvre le poteau rose. Mais je veux dire, les gens, ils regardent de la pornographie. Il y a 136 milliards de vidéos pornographiques consommées par an. 35% des vidéos sur Internet sont de la pornographie. On est sur la crise de santé publique la plus majeure de l'ère du numérique. C'est-à-dire que ces images de viol érotisées, de haine, de fascisme, d'idéologie fascisante pénètrent les foyers de toutes les personnes qui la consomment, et elles sont nombreuses, et viennent les éduquer à la sexualité ou viennent renforcer chez eux, voire créer de la haine. Et tout ce qu'on combat activement avec nos lois dans la sphère publique est autorisé dans la sphère privée. Et ça rentre en collision. À un moment, il faut aussi comprendre que c'est un vecteur de propagation et même de perdurance d'un système archaïque, violent, haineux, et que il ne sert qu'un seul intérêt, celui de l'industrie. C'est 100 milliards de dollars par an. 17 milliards aux États-Unis, c'est plus que Netflix et la NBA ensemble, la pornographie. Qu'est-ce que cette industrie pèse dans aussi, je veux dire, dans l'économie réelle? Et il faut aussi se poser ces questions-là. Il faut réfléchir avec cette grille d'analyse et pas se laisser sidérer par un discours subjectivisant de soi-disant liberté sexuelle qui ne tient pas la rampe. Les directrices et les directeurs sont en première ligne dans cette lutte pour l'école et dans la dénonciation de ces mesures sanitaires. Célia Mibroukine et Bérénice Gabriel se sont rendues dans le cortège de la manifestation parisienne aujourd'hui pour recueillir leurs témoignages. Et ce qui ressort, c'est qu'elles ne font plus que ça, la gestion du Covid. Aujourd'hui, on travaille, je dirais, 24 heures sur 24. Non pas pour les enfants, mais pour respecter un protocole. Du matin au soir, on passe notre temps à expliquer aux parents un protocole qu'ils ne comprennent pas, à récupérer des documents qui ne servent à rien. À la porte de l'école, on demande aux parents, telle classe, on est à J0, donnez-moi le document. Vous, non, c'est J2, donnez-moi le document. Ah, mais c'est pas le bon, il faut ceci. C'est l'horreur. On passe beaucoup de temps au téléphone. Et puis dès qu'on reçoit un appel d'un parent qui nous dit « mon enfant est cas positif », il faut recenser avec qui il a été en contact. Il s'agit de savoir qui était présent, qui n'était pas là, et qui on doit prévenir et à qui on doit fournir des attestations. Donc on passe nos journées à faire de l'aiguillage. Ça occupe
tout mon temps de travail, mais même au-delà. Il n'y a plus d'horaire de travail, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus rien. Voilà, quand une information tombe un samedi, on prévient immédiatement les familles. Tout ça devient extrêmement usant, surtout qu'on n'en tire aucune satisfaction. Selon elle, le nouveau protocole sanitaire empêche la continuité pédagogique. Les bons jours, on a les 3/4 des élèves, et puis les mauvais jours, on peut avoir une classe avec 5 élèves. On fait pas classe, on n'avance pas. Depuis la rentrée de janvier, j'ai environ un tiers de mes élèves qui sont présents dans l'école. Comment on peut enseigner comme ça? Sur la journée de vendredi dernier, moi j'ai 135 élèves inscrits dans mon école. Il y avait 41 présents. Moi j'appelle pas ça de l'école. On est sur une apparence d'école ouverte. Voilà. La porte de l'école est ouverte, mais par contre l'école ne fonctionne pas. Tous mes élèves les plus fragiles, tous ceux qui ont le besoin le plus d'école, je suis en train de les perdre. Et tous ceux qui n'ont que l'école pour entrer dans un certain nombre d'apprentissages, de découvertes, que ce soit culturelles, sportives, etc., tout ça leur devient interdit. On ne fait qu'accroître les inégalités scolaires. Pour ces directrices, la solution est pourtant simple. Il y a des remplaçants, qu'il y ait des capteurs CO2 et qu'on nous fournisse des masques. Les masques FFP2, on les réclame depuis le début. On n'en a pas vu la couleur. Qu'on puisse nous équiper en détecteur de CO2. Qu'on puisse avoir un certain nombre de mesures protectrices qu'on réclame depuis 2 ans en termes de masques, de capteurs de CO2, de purificateurs, etc. D'avoir un protocole un peu lisible qui ne change pas sans arrêt, qui soit compréhensible pour tout le monde. C'est vrai qu'il faudrait aussi que notre métier soit un peu revalorisé. Mais des gens comme moi qui enseignent depuis 42 ans, 11 ans qu'il n'y a pas eu une augmentation. Il n'y a pas assez de moyens de remplacement dans les écoles et pas assez de postes. Marine Roussillon, pour commencer, au pouvoir, vous auriez fait quoi de fondamentalement différent pour l'école en temps de Covid ? Tout, je crois, à peu près. Il me semble qu'effectivement, autant on pouvait, disons, être indulgent quand l'épidémie est arrivée, autant maintenant, il y a un certain nombre de choses qui étaient prévisibles. Et il y a des choses à faire. D'ailleurs, encore hier, Fabien Roussel interpellait le ministre avec une série de propositions concrètes. Des masques, oui, des masques FFP2 pour tous les personnels de l'éducation. Des tests dans les écoles pour ne pas reporter sans cesse la responsabilité vers les familles. Des capteurs de CO2. Et cette histoire des masques et des capteurs de CO2, je crois que ça met ça met le doigt sur un problème important. Ça n'est pas aux collectivités locales de prendre en charge le service public d'éducation nationale. Depuis des années, on délègue aux collectivités locales. Là, l'État doit faire face à ses responsabilités. Et puis, dernière chose, les directrices qu'on vient d'entendre évoquaient le problème des remplaçants. Et effectivement, il faut recruter maintenant. Et nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, que dès maintenant, 10 000 enseignants soient recrutés en urgence, en ayant recours aux listes complémentaires, aux admissibles au concours, et pourquoi pas dès maintenant à des pré-recrutements. Paul Vanier, même question. Je crois que nous n'aurons pas nié le problème. Jean-Michel Blanquer, rappelez-vous, il y a 2 ans, quand cette crise est arrivée, faisait comme si l'école était une bulle et qu'elle échappait à la diffusion du virus, que le virus ne se propageait pas dans les salles de classe, que les enfants n'exposaient pas leurs enseignants, leurs parents, leurs familles, donc la société tout entière au risque de contamination. Nous aurions écouté les scientifiques, nous n'aurions pas trié entre leurs diagnostics pour faire comme si finalement ce problème qui se posait à toute la société échappait au ministère de l'Éducation nationale. Fondamentalement, Jean-Michel Blanquer a cherché à se déresponsabiliser, à échapper au problème qui se posait. Il fallait pourtant l'affronter, mobiliser tous les moyens, ça a été dit, capteurs de CO2, masques, recrutement massif pour empêcher, limiter au maximum les brassages. Et il a refusé, en caricaturant le débat, à travers cette posture école fermée, école ouverte. Personne n'est pour fermer les écoles, à part peut-être Valérie Pécresse, qui est la seule aujourd'hui à le proposer. Mais pour que les écoles soient maintenues ouvertes, il faut tout mobiliser. Juste un chiffre pour m'arrêter. Jean-Michel Blanquer, ces dernières années, a renoncé sur le budget de l'éducation nationale, pourtant voté à plusieurs centaines de millions d'euros, qu'il a rendu. Eh bien, on comprend bien qu'il disposait des moyens financiers déjà votés pour investir dans ces équipements indispensables à la protection de la santé des personnels et des élèves. Bonsoir à tous les deux, entrez, installez-vous. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Vous êtes député France Insoumise et votre groupe, mais pas seulement, présente demain une proposition de loi relative, alors je cite, à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l'État. Oui. Bonsoir Ivana Obradovic.
Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, un organisme public qui, et je cite à nouveau, a pour objet d'éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand public sur le phénomène des drogues et des addictions. Directrice adjointe, pas vice-présidente. Pardon, directrice adjointe, excusez-moi. Alors, on va venir bientôt à la proposition de loi, mais d'abord avec vous, Ivana Obradovic. On va tenter de mettre un peu de savoir sur ce débat. Ça représente combien de personnes en France la consommation de cannabis et comment ça évolue ces dernières années? Alors si on parle d'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir essayé une fois dans sa vie, on est aujourd'hui autour de 18 millions de personnes, sachant que ce chiffre augmente mécaniquement avec les générations successives d'expérimentateurs, puisque c'est à partir des années 90 que la diffusion du cannabis s'est développée dans la société française. Si on parle maintenant d'usage, à proprement parler, 5 millions de personnes qui ont consommé au moins une fois dans l'année, 1,5 million d'usages réguliers, c'est-à-dire au moins 10 fois dans le dernier mois, et 900 000 usagers quotidiens. Alors, vous avez parlé des nouveaux consommateurs, et justement, l'OFDT a sorti ce matin les résultats d'une étude sur les élèves de 3e. Elle montre que, à l'instar du tabac et de l'alcool, l'usage du cannabis est en net recul. 9,1% des élèves de 3e l'ont expérimenté en 2021, soit presque 3 fois moins qu'en 2010. Comment on explique cette baisse ? Alors déjà ce recul, on le constate depuis un certain nombre d'années, depuis 2014, contrairement à ce qu'on entend parfois dans le débat public. En écho, on a aussi une stabilisation de l'usage chez les adultes. Donc manifestement, dans les plus jeunes générations, il y a moins d'attrait pour le cannabis. Alors on peut l'expliquer par différentes hypothèses qui ne sont pas complètement documentées. D'abord une évolution des sociabilités adolescentes, avec moins d'occasions de sortie et moins d'opportunités de consommer, et sans doute plus de réseaux sociaux et d'échanges numériques. Et puis, on peut aussi mettre en parallèle ce recul de l'usage du cannabis avec le recul du tabagisme, puisqu'en France, le cannabis est très souvent associé à l'usage de tabac, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, comme aux États-Unis, par exemple, où c'est pas tellement le cas. Alors j'aimerais maintenant qu'on poursuive avec vous en écoutant quelques extraits de propos tenus par l'exécutif sur cette question, et d'abord par le président de la République, Emmanuel Macron. On l'écoute. S'il y a des trafiquants de drogue, c'est qu'il y a des consommateurs de drogue. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sorte d'une hypocrisie collective qui consiste tous à déplorer des conséquences dont nous chérissons et certains entretiennent les causes. De ce qu'on sait, c'est l'offre qui crée la demande, ou comme le dit le chef de l'État, c'est la demande qui crée l'offre? Alors déjà, ce truisme, s'il y a du trafic, c'est qu'il y a forcément des consommateurs. Il n'est pas complètement vérifié par nos dernières enquêtes. On a fait l'année dernière une web survey, une enquête en ligne, auprès des usagers de cannabis, qui montre que 40% à peu près des usagers ont recours à l'achat sur des points de deal. Ce qui veut dire que la majorité d'entre eux s'approvisionnent plutôt par des amis, par des sites web et de la livraison à domicile. Et puis, ce que masque un peu cette question, en tout cas ce cadrage problématique, c'est la question de pourquoi les gens consomment. Et on sait qu'aujourd'hui, en France, comme dans la plupart des pays, il y a une diversité de profils et de rapports aux produits. Il y a des usages parfois autothérapeutiques de cannabis. Et donc c'est cette question du pourquoi de la consommation qui est peut-être plus intéressante et moins mentionnée dans le débat public. Il y a probablement une question d'accessibilité au cannabis qui joue plus que le statut légal du produit. Alors, je voudrais qu'on écoute à présent Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur. Il est farouchement opposé à la légalisation ou même à la dépénalisation du cannabis. On l'écoute. Puisque le cannabis, c'est pas bon pour la santé, pardon de cette tautologie. D'ailleurs, avec Olivier Véran et avec Agnès Buzyn, on a augmenté, moi j'étais ministre des Comptes Publics, a augmenté le prix du tabac très fortement pour lutter contre la consommation de tabac. Le tabac va d'ailleurs avec le cannabis. Je voudrais juste souligner la cohérence de notre politique. Ensuite, on sait tous que les cannabis, c'est 500 morts sur la route par an. C'est des enfants qui sont totalement déscolarisés. C'est des gens qui rentrent dans la dépression. C'est un niveau de THC qui n'a rien à voir avec le joint de papa ou de maman il y a 30 ou il y a 40 ans. C'est un poison. Alors c'est un poison, le cannabis ? C'est à la fois un poison et un médicament, comme beaucoup d'autres produits qui peuvent être classés comme stupéfiants. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a
effectivement des risques associés à ce produit, en particulier quand il est consommé pendant l'adolescence, puisque c'est une période de maturation cérébrale, donc une période à risque, et que la précocité de l'initiation, la fréquence d'usage, l'intensité de la consommation, autrement dit les quantités, sont des facteurs de pronostic défavorables en termes de dommages possibles à l'âge adulte. Et en termes de risque cognitif, il y a effectivement une perte de chance qui est bien documentée pour l'avenir chez les jeunes qui ont un risque de décrochage scolaire. Mais c'est pas n'importe quel jeune qui ont ce risque de décrochage scolaire, puisque comme pour d'autres produits, on n'est pas tous égaux devant les addictions. On va continuer, mais juste Éric Coquerel là-dessus. Vous voulez légaliser un poison? C'est ça que vous voulez faire? Pas plus qu'on veut interdire un autre poison et quand il est trop consommé, tue beaucoup plus que le cannabis, qui est l'alcool. Parce que j'entendais Monsieur Darmanin parler des accidents de voiture, j'entendais parler de la dangerosité du produit depuis 30 à 40 ans. Bah justement, ça date depuis... en tout cas, ça correspond à la loi de 1970 qui a interdit le cannabis et l'a mis au même rang que d'autres drogues, entre guillemets, dites dures. Donc on voit bien que le problème est plus global. C'est pas... on n'est pas dans une situation, j'entends les chiffres qui sont un peu meilleurs, mais enfin n'empêche, même pour la jeunesse, on reste champion d'Europe aujourd'hui. Ouais. On est le pays le plus prohibitif et le pays où on consomme le plus régulièrement de cannabis et où le taux de THC est le plus important dans le cannabis. Alors, d'un point de vue de la santé, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne prouve rien. Et puis alors, il y a un autre problème, c'est le trafic. Parce que qui dit commerce illicite dit trafic. Et moi, je suis arrivé sur ce projet de proposition de loi par ça. Moi, j'en ai marre de voir des quartiers, notamment dans ma circonscription, où les gens subissent un trafic. Et je me dis que si au moins on arrivait à en diminuer une partie, comme les Canadiens l'ont fait, environ 60% de commerce illicite diminué en 2 ans depuis qu'ils ont légalisé, ça règle pas tout. Mais le moins qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la prohibition ne règle rien au niveau du trafic, parce qu'on a beau en faire toujours plus, ça continue à se développer. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cette proposition. On va y revenir sur la proposition. Avec vous, Ivana Obradovic, je voudrais qu'on passe à l'extrait suivant maintenant. D'abord, il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Vous n'avez pas légalisé la cocaïne. C'est prouvé que ce passage de l'une à l'autre, là, il fait un raccourci rapide, ou ça... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la porte d'entrée vers des drogues plus dures? On peut pas le dire comme ça. C'est une théorie qui a été réfutée dans les années 70, qui montre qu'il y a une séquence d'expérimentation de différents produits, tabac, cannabis, cocaïne et éventuellement d'autres drogues. Mais la plupart des usagers de cannabis ne consomment pas d'autres produits illicites, consomment parfois de l'alcool, en revanche. Donc ce lien mécanique entre la consommation de cannabis et d'autres drogues illicites, il est pas du tout établi par la littérature. Il y a même certains auteurs qui retournent cette théorie dite de l'escalade en disant que consommer du cannabis, finalement, ça peut être protecteur par rapport à des drogues qui seraient plus dangereuses. Et en fait, l'hypothèse la plus sérieuse en termes de sciences sociales, c'est l'idée d'opportunité en chaîne, c'est-à-dire qu'être en situation de consommer du cannabis, ça vous met probablement en situation de consommer aussi d'autres produits. Oui, peut-être même parce que les points de deal aussi peuvent être les mêmes. C'est plutôt ça, oui. Ouais. Parce que moi, les points de deal dans les villes de ma circonscription, ils vendent d'autres drogues. Ouais. Donc c'est plus facile de proposer, ça c'est clair. Je voudrais qu'on écoute un dernier extrait de Gérald Darmanin. Deuxième point, la grande question de la légalisation du cannabis, c'est est-ce que ça met fin au trafic illégal? La réponse est non. Au Canada, aux Pays-Bas, on voit que le trafic illégal, il continue et il continue de plus belle. Est-ce que ça réduit la consommation? La réponse est non. En Espagne, visiblement, c'est le cas, dit Olivier Véran. C'est tout à fait faux des chiffres que nous avons de nos autorités au Canada et aux Pays-Bas. Alors, Ivana Obradovic, beaucoup de pays ont légalisé ces dernières années, là, ils ont été évoqués. Qu'en est-il de leurs résultats? Est-ce que certains reviennent en arrière, comme le dit le ministre? Alors à ce stade, il n'y a aucun pays qui est revenu en arrière. Dans les États américains qui ont légalisé, les recettes fiscales sont telles qu'ils n'envisagent pas du tout de revenir là-dessus. Et parmi les États ou les pays qui envisagent de légaliser, la question c'est moins faut-il légaliser que comment réguler le cannabis efficacement.
En revanche, ce qu'on peut dire sur le recul du marché noir, c'est que il y a bien un recul progressif du marché noir dans les États qui ont légalisé, qui est plus ou moins rapide selon les États, mais la tendance générale, c'est quand même un recul, même si probablement on n'arrivera jamais à une éradication du marché noir. En Californie, par exemple, il y a eu un boom inattendu du marché noir parce que le cannabis qu'on trouve sur le marché légal est assez cher, et du coup, l'herbe mexicaine, qui est de mauvaise qualité mais qui est low cost en quelque sorte, elle attire un certain nombre de consommateurs. Et est-ce qu'on sait si la consommation augmente, stagne ou baisse quand on légalise ou quand en tout cas on fait une forme de légalisation? Alors clairement, d'après les statistiques, la consommation chez les mineurs baisse, sauf en Uruguay. Mais au Canada et dans la dizaine d'États américains qui ont aujourd'hui ouvert un marché légal, cette consommation baisse. Après, rien ne dit que c'est imputable à la légalisation du cannabis en propre, puisque cette baisse, on la voit aussi en France et dans d'autres pays européens. En revanche, il y a une augmentation de l'usage chez les majeurs, au-delà de 25 ans, et même chez les seniors, ce qui est relativement inédit, du fait de la diversification de l'offre de cannabis qu'on trouve sous toutes les formes, pas seulement du cannabis à fumer, mais aussi des formes alimentaires, des cosmétiques. Médical pour les seniors, hein. C'est ce qui a été observé au Canada. Oui, et puis surtout des concentrés qui peuvent aller jusqu'à 90% de THC avec des risques sanitaires qu'on mesure pas complètement encore aujourd'hui.